fin des années 2000, le petit monde du jeu vidéo a connu un certain bouleversement dans son industrie. Avec la démocratisation d'internet et de magasins en ligne comme Steam, PlayStation Store ou Xbox Live Arcade, les gros éditeurs habituels ayant toujours dominé le milieu avec leurs licences fortes rapportant profit sur profit, ont commencé à voir quelques outsiders se faire une place à leur côté. Edmund Macmillan, Jonathan Blow, Genova Chen ou encore Phil Fish, ils faisaient partie des pionniers qui allaient créer le jeu vidéo indépendant. Mouvement ayant fait son essor il y a seulement une petite dizaine d'années, le jeu vidéo indépendant s'est vite imposé comme une solution pour tous les joueurs lassés d'une industrie qui se reposait trop sur ses lauriers. Car en effet, en l'espace de quelques années, ces petits studios ont fait naître des projets innovants qui n'auraient jamais pu voir le jour dans une industrie où le profit domine. Ces quelques passionnés ont créé des œuvres qui sont souvent restées de niche et qui parfois ont radicalement changé le paysage vidéoludique. Et si aujourd'hui le terme indé est utilisé à tort et à travers et que sa définition précise est encore particulièrement floue, il existe par exemple des éditeurs de jeux indépendants, ce qui est tout de même un tout petit peu contradictoire, nous sommes néanmoins tous d'accord pour dire que ce qui fait la force d'un jeu indé, c'est sa liberté créative. Si on y joue, c'est parce que l'on sait que ces titres sont de véritables œuvres d'auteur qui n'ont pas été façonnées pour répondre au cahier des charges d'un éditeur, mais bien pour respecter la vision d'une équipe. Et ce genre de projet n'aurait jamais pu exister avant la fin des années 2000. Ça aurait été juste impossible. Vraiment. Des studios qui tiennent à leur liberté créative tout en étant financés par des énormes éditeurs dans les années 2000, oh, mais vous rêvez. Ah, excusez-moi, 2 minutes. Oui. Allô ? Pardon ? Un studio l'a fait ? Dès l'an 2000 ? mais de qui vous me parlez, bon sang ? Non mais donnez-moi un nom ! Non mais je veux savoir tout de suite, et puis comment vous avez eu mon numéro ? Non mais c'est pas possible de foutre en l'air un truc comme ça ! L'histoire de Double Fine Productions débute donc lors de sa création en juillet 2000. 3 vétérans de l'industrie du jeu vidéo décident d'investir un petit local dans la ville de San Francisco afin de monter leur premier studio de jeux vidéo. Là-bas, ils meubleront l'endroit afin de créer un cadre convivial pour travailler, démarreront très vite les recrutements, commenceront leur premier projet et honnêtement, ça ne serait pas très pertinent de commencer notre histoire par là. Car bien que cela corresponde à la création officielle du studio, l'esprit Double Fine était déjà bien présent des années auparavant. Plus précisément, 18 ans auparavant, en 1982. Dans une galaxie lointaine, très lointaine. À cette époque-là, George Lucas est au sommet de sa gloire après le succès de Star Wars l'Empire contre-attaque, et s'apprête à sortir la conclusion de sa trilogie avec le retour du Jedi. Mais en parallèle, le réalisateur, toujours très intéressé par les nouvelles technologies, décide de fonder Lucasfilm Games, une compagnie spécialement consacrée au développement de jeux vidéo. La firme passera ses premières années à développer des technologies qui révolutionneront le jeu d'aventure sur PC, et sortiront quelques titres comme les 2 premiers Maniac Mansion ou encore Geographic TV, un support interactif et multimédia pour apprendre l'histoire des États-Unis d'Amérique aux collégiens. Mais en 1989, tout va changer pour l'entreprise qui va avoir une toute nouvelle organisation. Tout d'abord, fini Lucasfilm Games, on passe à un nom bien plus connu aujourd'hui, LucasArts. Ensuite, on révolutionne le genre du jeu d'aventure sur PC en créant le point and click, une grande innovation pour l'époque puisque pour la première fois, ce sera la souris qui sera utilisée par le joueur pour progresser et non le clavier. Un système beaucoup plus intuitif vers lequel le studio se tournera pour quasiment toutes ses prochaines productions. Au cours des années 90, des jeux comme Monkey Island, Sam & Max ou encore Day of the Tentacle vont très vite commencer à se faire une place dans le cœur des joueurs de l'époque. En même temps, il faut dire que LucasArts était un studio à part, car le fait qu'il ait été fondé par des professionnels du cinéma influence forcément la manière dont ces derniers créaient leurs jeux. Ils usent de leur savoir-faire dans l'écriture et l'animation pour façonner des œuvres qui ne ressemblent à aucune autre dans l'industrie de l'époque. Rares étaient les titres à avoir un humour aussi efficace, mature, caustique et une qualité d'animation aussi réussie que celle des jeux LucasArts.
À la manière de films cultes, les joueurs qui ont découvert des titres comme Day of the Tentacle ou Monkey Island se souviennent encore de leurs nombreux moments mémorables. If you try to fight us, you will get a nasty whacking. If you disrespect our singing, we will beat you to a cracking. A pirate I was meant to be, trim the sails and roam the sea. Cette époque bénie des jeux LucasArts, on la devait à de véritables génies de l'écriture tels que Ron Gilbert, créateur de Monkey Island, Dave Grossman, scénariste chez LucasArts et développeur du moteur Scum fait pour le studio, Michael Steam, qui travaillera plus tard chez Telltale Games sur les jeux The Wolf Among Us et Tales from the Borderlands, et Tim Schafer, futur fondateur de Double Fine, qui, vous l'aurez compris à mon intonation et à cette musique épique en fond, va particulièrement nous intéresser. Né le 26 juillet 1967, Tim Schafer, dès l'enfance, était un petit garçon passionné par la programmation et l'écriture. Deux passions qui colleront bien ensemble puisque c'est exactement ce qu'il faudra au jeune homme pour entrer chez LucasArts après l'obtention de son diplôme d'informatique en 1989. Il commencera modestement en tant que testeur sur le jeu vidéo Indiana Jones et la dernière croisade, puis se verra vite confier la lourde tâche d'écrire les dialogues de Monkey Island 1 et 2 et arrivera même jusqu'à la conception de Day of the Tentacle aux côtés de Dave Grossman. Possibly imagine the horrible things I had to eat to survive. Pieces of your own body? Good heavens! Ce qu'il faut bien comprendre avec Tim Schafer, c'est qu'il est un profil parfait pour ce que LucasArts voulait faire à l'époque, et qu'il est, encore actuellement, l'un des seuls auteurs de l'industrie du jeu vidéo. C'est quelqu'un avec une véritable patte dans son écriture et dans la création de ses univers. Un vrai profil d'artiste qui était peu demandé à l'époque, car le jeu vidéo était encore vu simplement comme un produit de divertissement. Mais Tim Schafer a toujours eu des choses à défendre, des thèmes dont il voulait parler. Il fait partie de ces créateurs qui voient leurs jeux comme des œuvres qui n'ont pas seulement pour objectif d'amuser, mais qui ont de vraies intentions artistiques derrière. Il est la source de la patte Double Fine. Et comme chaque artiste qui se respecte, toute son identité, toutes ses envies, toutes ses obsessions et tout ce qui fera de Double Fine ce qu'il est aujourd'hui sont déjà là de manière plus ou moins subtile dans son premier projet solo. En 1995, LucasArts offre au bonhomme la possibilité de créer et de diriger seul la conception de son tout premier jeu, Full Throttle. Throttle est donc un jeu d'aventure typé point and click qui se déroule dans un futur où les véhicules motorisés sont remplacés par des aéroglisseurs anti-gravité. Le joueur y incarne Ben, chef d'un gang de bikers nommé les Putois, ayant accepté d'escorter Malcolm Corley, le dernier fabricant de motos du pays, jusqu'à sa réunion des actionnaires. Très vite, Ben se rendra compte que tout ça n'était qu'un coup fourré et se retrouvera vite au milieu d'un complot dont il devra s'extirper au plus vite. À travers son synopsis simple mais accrocheur, Full Throttle nous propose de vivre une véritable course contre la montre au milieu de personnages complètement déjantés. Le titre regroupe toutes les spécificités de gameplay d'un jeu LucasArts, à savoir sa mécanique de point and click si chère au studio, ainsi que ses innombrables énigmes absurdes qui vous feront vous creuser les méninges tout au long de l'aventure, ou qui vous feront jeter régulièrement un coup d'œil à la soluce, à voir en fonction de comment vous décidez de jouer. D'ailleurs, nous en reparlerons plus tard, mais ces énigmes très complexes contribuent largement au fait que les jeux LucasArts aient extrêmement mal vieilli et soient assez fastidieux à faire aujourd'hui. Si Telltale Games, qui est le studio qui a largement repris le modèle des jeux LucasArts, a décidé d'occulter toutes ces parties énigmes pour plus se concentrer sur la narration, ce n'est pas pour rien. Mais si d'un côté le titre regroupe tout le set d'un jeu LucasArts par son gameplay, il transpire aussi la patte Tim Schafer par sa narration. On y retrouve bien évidemment une histoire pleine de situations rocambolesques à la manière des plus grands films d'aventure, mais aussi un humour omniprésent qui ne cesse de faire mouche. Laissez-moi entrer, cassez-vous. Connard. Mais ce qui fait de Full Throttle un jeu définitivement Schafer dans l'esprit, ce sont les thématiques abordées dans ce titre de 1995 et que nous retrouverons tout le long de la carrière de l'artiste. Le jeu raconte via les personnages de Ben et de son gang l'histoire de parias qui refusent de s'adapter à une façon de penser qui ne leur correspond pas. Et cette façon de penser qui ne leur correspond pas, elle est ici représentée par le personnage d'Adrian Ripburger, un homme d'affaires ayant soif de pouvoir et d'argent, préférant abandonner ce qui faisait la valeur et l'authenticité de son entreprise contre le profit. Ici, il souhaite arrêter de fabriquer les fameuses motos qui faisaient la réputation de Corley Motors pour s'adapter au marché et se mettre à la fabrication de véhicules volants, comme ce que font tous ses concurrents. Full Throttle raconte donc le destin de personnes différentes et passionnées, prêtes à se battre contre le grand capital pour continuer à faire vivre leur liberté. Si le jeu ne se revendique pas œuvre politique, nous y distinguons déjà clairement des thèmes qui tiennent à cœur à Tim Schafer. Est-ce là un message qui n'était pas intentionnel, quelque chose qui s'est passé dans la vie personnelle ou professionnelle de Schafer qu'il a voulu extérioriser, ou alors des convictions qu'il a voulu faire passer aux joueurs?
joueurs. Si je n'ai pas de réponse précise à donner à ce sujet, il reste tout de même impossible de dire que cela tient seulement du hasard, tant ces thématiques reviendront de nombreuses fois dans ses productions suivantes et même dans sa propre vie. Juste après la fin du développement de Full Throttle, LucasArts ne perd pas de temps et décide de donner à Tim Schafer un nouveau projet. Un projet plus qu'ambitieux. Car voilà, la société n'est pas au meilleur de sa forme et se rend compte que le genre du jeu d'aventure est en déclin. Les ventes ne suivent pas et si le studio veut continuer à exercer, il lui faut innover comme il l'a fait à l'époque des premiers Monkey Island. Ainsi, Tim Schafer a carte blanche pour créer le jeu qui relancera LucasArts. Et pour ça, lui et son équipe redoubleront d'efforts afin de sortir des sentiers battus. Tout d'abord, fini le bon vieux moteur Scum, utilisé depuis le début des années 90. On lui dit au revoir, on en développe un nouveau et on dit bonjour à Grim, le moteur qui permettra à LucasArts de créer son premier point and click en 3D, une nouveauté folle pour l'époque. Plusieurs millions de dollars sont investis, ce qui en fait le projet le plus ambitieux de LucasArts, énormément de moyens sont mis dedans afin de relancer la machine du point and click, et après plus de 3 ans de développement plongé dans le monde de la mythologie aztèque, des films noirs, de la musique jazzy et des cigarettes consommées sans modération, sort enfin en 1998 l'une des plus grandes œuvres de l'histoire du jeu vidéo, Grim Fandango. Il est compliqué de parler de Grim Fandango. Au-delà de ses graphismes vieillissants et de ses énigmes sans queue ni tête, le titre réalisé par Tim Schafer est d'une densité folle. Dans ce jeu, vous vous retrouvez au cœur du pays des morts, d'où vous suivez l'histoire de Manny Calavera, un agent commercial du département des morts qui se retrouvera à entreprendre un voyage de 4 années jusqu'au 9e monde, ou le paradis si vous préférez, afin de retrouver Mercedes Colomar, une défunte qu'il venait de rencontrer, dont il est tombé amoureux et qui a mystérieusement disparu. Au programme, une expédition fantastique et rocambolesque au sein du pays des défunts. Vous n'allez pas me donner mes médicaments ? Non, mais je vais vous soulager de votre mal. Un complot dirigé par des hommes d'affaires diaboliques. Comment peux-tu enfermer des petits-enfants ? Crois-moi, c'est plus facile à enfermer que des grands enfants. Une révolution menée par un sosie de Che Guevara. Quoi ? Pas le temps d'expliquer. Je dois prendre les choses en main personnellement. Et quelques situations cocasses qui attendent notre protagoniste. Manny, j'étouffe. Mira, pas de blague, matelot. Tu peux parler, toi, t'as pas de poumon. Malgré l'univers très différent de celui de Full Throttle, Grim Fandango explore à nouveau toutes les thématiques chères à Tim Schafer. Une lutte contre une puissante corporation manipulatrice, une volonté d'indépendance de la part de nos protagonistes encore plus forte avec toute l'intrigue autour de la révolution et des rebelles, et bien évidemment un univers teinté d'humour à tous les niveaux. C'est un bal masqué ? Sauf que pour ce deuxième jeu, l'écriture de Tim Schafer s'affine au point de faire de Grim Fandango l'un des jeux les mieux écrits de l'histoire du jeu vidéo. Que l'on soit clair, si le média a fait de nombreux progrès en termes d'écriture et de narration en l'espace de quelques années, l'industrie du jeu vidéo a encore souvent bien du mal à nous conter des récits aussi développés que ceux que l'on peut vivre dans le cinéma ou la littérature. Oui, certains nous ont montré que nous n'avions rien à leur envier, mais il faut tout de même reconnaître que le milieu a encore du mal à former des écrivains aussi talentueux que ceux des domaines que je viens de vous citer. Or, Grim Fandango, dès 1998, prouve qu'avec suffisamment de talent et de savoir-faire, on peut livrer des histoires incroyablement bien réalisées. Le jeu fut un titre définitivement en avance sur son temps, qui s'est hissé au rang d'œuvre culte aujourd'hui, et qui a inspiré beaucoup de créateurs par la suite. De plus, la direction artistique de Grim Fandango bénéficie elle aussi d'un soin tout particulier et s'avère être novatrice pour l'époque. Le jeu s'inspire de l'art déco dans ses architectures, du film noir pour ce qui est de son scénario, avec une très grosse influence du long métrage Casablanca de Michael Curtiz, de la mythologie aztèque et bien évidemment de tout le folklore mexicain qui se ressent à chaque dialogue des personnages. D'ailleurs, il est impossible de parler de Grim Fandango sans mentionner son travail sur le doublage et notamment sa VF qui est restée dans l'histoire. Assez impressionnant d'ailleurs, car en 1998, dans la même année, on avait le droit au doublage nanardesque d'un Metal Gear Solid. Tu dois être très fort dans la discipline mangeur de Muktuk. Oui, c'est vrai. Mais il y a une autre catégorie dans laquelle j'excelle. Le tirage d'oreilles Esquimau. Et de l'autre côté, à l'incroyable version française de Grim Fandango. Tu t'en prends maintenant au client ? Tu sais que tu commences à me plaire, Manny. Si t'as pas décroché un gros contrat avant le prochain rapport, dehors, compris ? Je te vire. Au chope-tu, garçon. Qu'est-ce que tu feras avec ton costard kitsch et ton sourire Colgate ? Je me le demande. Comment ça, je suis un rebut ? Comment osez-vous ?
Non mais arrêtez, non. Et enfin, pour finir sur la partie sonore, le travail de Peter McConnell, dont on reparlera plus tard, sur toute la création musicale est lui aussi à saluer, mélangeant des inspirations sud-américaines avec des sous-genres du jazz. Bref, vous l'aurez compris, Grim Fandango est un véritable chef-d'œuvre, qui innove sur énormément d'aspects et dont toutes les qualités font largement oublier les casse-têtes juste impossibles à résoudre sans soluce sous les yeux si on ne veut pas y passer des mois. Un titre qui aura donc réussi son pari, qui aura été en avance sur son temps, qu'il est toujours aujourd'hui, et l'aura peut-être même un peu trop été. Car malgré le succès dithyrambique du jeu d'un point de vue critique et malgré toutes ses bonnes intentions afin de faire revivre le genre du jeu d'aventure sur PC, Grim Fandango fut un véritable beat commercial. Il fallait que LucasArts se rende à l'évidence, le point and click s'était terminé, les joueurs n'en voulaient plus et s'étaient tournés vers de nouveaux horizons bien plus porteurs d'avenir comme les FPS, les RTS ou encore l'arrivée de la première PlayStation. Pour LucasArts, il allait falloir changer son fusil d'épaule. L'entreprise avait investi énormément d'argent dans Grim Fandango qui n'a pas pu être rentabilisé, il fallait donc s'adapter au plus vite et suite à cet échec, la société décide d'entreprendre une énorme restructuration. Alléluia, il n'y a pas eu de bug. En 2000, LucasArts change. Beaucoup. Après une vaine tentative de faire revenir Monkey Island via un épisode en 3D, la société décide d'annuler les suites de Sam & Max et de Full Throttle et beaucoup d'employés seront licenciés. Certains d'entre eux iront fonder un petit studio nommé Telltale Games, tout est lié. L'entreprise arrêtera les jeux d'aventure pour produire en masse du Star Wars sous toutes ses formes, vraiment en masse, une solution qui s'avérera beaucoup plus rentable pour le studio, mais aussi beaucoup moins intéressante pour Tim Schafer. En effet, le créateur ne se reconnaît plus dans l'entreprise. Les équipes grossissent, il croise des personnes dans les couloirs dont il ne connaît même pas les visages, et les projets d'adaptation de jeux Star Wars à la chaîne ne l'intéressent pas. Pour retrouver cet esprit d'équipe source de projets fous, il décide de quitter LucasArts et de fonder avec quelques collègues à lui son propre studio à San Francisco. Ainsi, il décide de donner à l'entreprise le nom de l'inscription qu'il y a sur le gigantesque panneau devant le pont du Golden Gate. Comme ça, tout le monde pensera que ce gigantesque panneau leur appartient. Le studio de Tim Schafer prendra donc le doux nom de Double Fine. Très vite, Tim Schafer tient à retrouver une équipe pleine de personnalités comme il l'avait à l'époque où il travaillait chez LucasArts. Il retrouve donc ses anciens collègues, David Dixon et Jonathan Menzies, et recrute de nouvelles personnes qui feront l'identité de Double Fine Productions. On y retrouvera notamment Scott Campbell qui s'occupera de la direction artistique de la plupart des jeux du studio, et Peter McConnell fera son retour auprès de Tim Schafer pour composer la bande originale des futurs titres de Double Fine. Avec cette nouvelle petite équipe montée, le studio entame alors son premier projet. Et c'est ainsi qu'à partir d'idées laissées de côté lors du développement de Full Throttle, Double Fine se met à travailler dès 2001 sur Psychonauts. En plus de cela, Xbox soutient directement le projet et décide d'offrir un contrat d'exclusivité à Double Fine. Les deux parties s'entendent autour d'un contrat, notamment porté par Ed Fries, alors en recherche d'exclusivité pour la console de Microsoft. Sauf que rapidement, ça va devenir la grosse galère. Déjà, Double Fine étant un studio tout jeune, la direction souhaite bien faire en mettant le talent créatif de ses équipes au premier plan. Les développeurs jouissent donc d'une liberté créative presque absolue, or cela ne tarde pas à générer des conflits en interne. Les équipes n'arrivent jamais à aller au bout de leurs idées, à s'accorder entre elles, et la situation devient vite ingérable. Au point qu'en 2003, l'équipe de conception des niveaux est licenciée faute de résultats satisfaisants. Seul Eric Robson échappera à cette restructuration, et grâce à sa promotion en tant que concepteur principal des niveaux, il arrivera enfin à faire progresser le développement du jeu en étant à la tête d'une équipe mixte de développeurs et d'artistes. Ok, premier problème de régler, maintenant ce qui pose souci, c'est le lieu de travail. En effet, les locaux de Double Fine se situent dans un quartier peu sûr et difficile d'accès, ce qui ne ravit pas trop les équipes qui très vite en auront marre d'avoir peur de se prendre une balle dans la tête à chaque fois qu'ils iront au boulot. Mais bonne nouvelle, la société trouve un nouvel endroit dans la ville où emménager. Mauvaise nouvelle par contre, cela va naturellement retarder le développement de Psychonauts, une situation qui agacera particulièrement Tim Schafer puisque ce dernier perdra son temps à faire de la gestion plutôt qu'à s'occuper des tâches créatives. L'homme finira donc par déléguer certaines missions à ses directeurs et fera appel à Caroline S. Murdoch en tant que productrice exécutive pour Psychonauts. Tout étant revenu en ordre, le studio peut donc se remettre pleinement au développement du jeu. Attendez, quoi ? Ed Fries quitte Xbox ?
Eh bien oui, et son départ de la société au Xsever en 2004 aura un impact direct sur Psychonauts. Le constructeur, qui s'impatiente face au retard que prend la sortie du jeu, demande à Double Fine de revoir une large partie de son scénario et différents éléments de design. Tim Schafer et Caroline S. Murdoch s'y opposent et Microsoft décide de couper les ponts avec Double Fine, jugé trop cher et incapable de respecter un calendrier par le constructeur. Mais alors que l'avenir du jeu n'a jamais été aussi incertain, Tim Schafer a la joie de voir Will Wright, créateur des Sims, soutenir la société via un prêt en attendant qu'un accord d'édition soit trouvé puis signé avec l'entreprise Majesco plus tard la même année. Cependant, ce nouvel accord n'apporte pas que du bon. L'éditeur presse les équipes pour sortir le jeu sur PC et Xbox et imposera la sortie d'une version PlayStation 2. Ainsi, les équipes de Double Fine Productions se doivent d'être sur tous les fronts pour terminer le projet dans les temps. Ils se donnent sans compter, subissent une période de crunch et malgré cela, le studio arrive à innover dans ses méthodes de travail et se différencie rapidement des autres studios de développement. Les équipes élaborent une multitude de nouveaux outils pour optimiser la création de Psychonauts et pour offrir un maximum d'autonomie aux développeurs. Des réunions mensuelles sont aussi mises en place pour détailler et valider chaque mouvement du héros, tandis que des supports de création sont mis à la disposition des scénaristes pour visualiser directement les modèles du jeu lors de la fabrication des séquences cinématiques. Au final, après 4 ans et demi de développement cauchemardesque et un budget de 11,5 millions de dollars, Psychonauts, le premier jeu vidéo de Double Fine, sort enfin en mars 2005. Après des années de développement plus ou moins compliquées, que reste-t-il de Psychonauts? Tout d'abord, chose assez importante à souligner, pour une première production, le studio a souhaité marquer une rupture avec le gameplay point and click des jeux LucasArts afin de s'essayer à un genre tout nouveau pour eux, le platformer 3D. Et comme Grim Fandango, Psychonauts va partir d'une proposition d'univers simple mais terriblement accrocheuse qui sera exploitée jusqu'à plus soif tout au long de l'aventure. Alors ici, qu'est-ce que c'est? Vous incarnez Rasputin, un enfant de 10 ans qui se retrouvera dans une colonie de vacances où il sera formé à devenir un psychonaute, un agent secret ayant des capacités psychiques qui lui permettent d'explorer l'intérieur du cerveau des gens. Le jeune Rasputin se retrouvera donc à sonder l'esprit de divers personnages tous plus déjantés les uns que les autres afin de sauver les psychonautes du terrible complot qui pèse sur eux. Si de par son genre du platformer 3D, le titre laisse beaucoup moins de place pour apprécier le travail d'écriture de Tim Schafer, qui ne nous mentons pas se fait tout de même bien ressentir, il permet par contre de nous étonner par ses qualités d'univers et de game design. En effet, toute cette proposition tournant autour du fait d'explorer l'esprit des gens permet tous les délires et nous laisse explorer des niveaux tous très inspirés et variés dans leur level design comme dans leur direction artistique. Chaque monde étant à chaque fois une petite idée de gameplay qui pourra plaire ou déplaire et qui contribuera aussi à toujours se sentir dépaysé. D'ailleurs, même si l'on s'en écarte beaucoup, on sent tout de même que l'héritage du point and click est toujours présent. En effet, de nombreux niveaux comme celui du laitier ou encore du théâtre nous demandent de résoudre diverses énigmes plus ou moins absurdes, mais tout de même largement plus faisables que celles de Grim Fandango, soyez rassurés. Pour continuer avec l'héritage LucasArts, on sent que Double Fine a lui aussi perpétué ce savoir-faire dans l'animation des personnages. En effet, déjà en 2005, le travail sur l'expression et les mouvements des protagonistes est assez notable, donnant du caractère à l'ensemble. La direction artistique de Scott Campbell, aidée par l'incroyable talent de Peter Chan, contribue elle aussi à ce fameux caractère, procurant au jeu un côté psychédélique et coloré absolument unique et ravissant. Et pour ce qui est de l'écriture, Tim Schafer a encore indéniablement mis du sien. Toujours le même genre d'humour déjanté, toujours les mêmes thèmes qui reviennent, un héros différent de la masse, rejeté par ses proches, qui a un complot à défaire, vous commencez à connaître la chanson. On notera aussi que malgré son air enfantin, Psychonauts n'hésite pas à rajouter une pointe de cynisme par-dessus son histoire et à aborder des thématiques plus matures. Il n'y a qu'à voir toute la phase qui se passe dans le monde de Napoléon Bonaparte, où le jeu se permet de faire à plusieurs reprises des critiques sur le système militaire. Ils pensent que tu te fiches qu'ils vivent ou qu'ils meurent. Qu'est-ce qu'ils attendent de moi? Une lettre sur papier en tête disant que je serais triste s'ils meurent? Oui. D'ailleurs, le jeu n'hésite pas non plus, notamment dans son dernier acte, à basculer dans une ambiance nettement plus sombre, davantage liée au traumatisme de l'enfance. Mais fait intéressant, si ce titre parle lui aussi de la notion de liberté, il explore surtout le thème de la libre pensée, de la liberté créative et du fait de se soustraire aux ordres de manipulateurs qui voudraient contrôler notre manière de penser. Si on ne sait pas vraiment à quel stade du développement il a été question d'implanter ce genre de message dans le jeu, il reste néanmoins assez amusant de voir le parallèle entre l'histoire de Psychonauts et celle du développement du titre, où Tim Schafer et ses équipes ont catégoriquement refusé de retoucher aux idées de base de leur jeu selon les ordres d'Xbox, ayant eu la conséquence d'être laissés de côté par le constructeur. Ah, oh, quelle horreur, je ne peux pas poser les yeux dessus, mais je contrôle mon dégoût. Je le gère, je me concentre, et il le libère. Et le monde se porte mieux. À toi.
Malheureusement, encore une fois pour Tim Schafer, Psychonauts n'est pas le succès escompté par Double Fine. Malgré un très bon accueil critique de la part de la presse, les ventes s'avéreront décevantes, moins de 100 000 exemplaires sont vendus en 2005, et le titre ne dépassera pas la barre des 400 000 copies vendues sur l'ensemble des supports consoles. Psychonauts est donc un échec, entraînant de lourdes pertes chez Majesco, et le retrait de l'éditeur sur le créneau des jeux consoles à gros budget. Bon, en vrai, l'histoire se finit pas trop mal pour Psychonauts. En 2011, Double Fine rachète les droits de la licence et porte le jeu sur Steam, et grâce à ça, en à peine une année, le titre arrive à se vendre à plus d'1 million d'exemplaires. Donc au final, il aura trouvé son public, mais longtemps après. Après la sortie de Psychonauts, Tim Schafer réunit son équipe pour lui pitcher une idée de nouveau jeu sur lequel il pourrait travailler. Une idée qui tient à cœur à Schafer puisque c'est un concept qui lui colle à la peau depuis une quinzaine d'années. Il présente donc ce potentiel jeu en évoquant les différentes idées qu'il a pu nourrir depuis des années, inspirées en grosse partie par les covers des albums de métal. Et aux grandes joies, le reste de l'équipe accueille favorablement cette proposition. Ainsi, Double Fine débuta le développement de Brutal Legend. Le projet est sur les rails et les idées sont déjà très claires en interne. Le studio souhaite créer un jeu d'action-aventure ponctué de séquences de stratégie en temps réel et le monde du rock sera une inspiration majeure pour créer celui de Brutal Legend. Cependant, des rencontres et de nombreux hasards ponctueront le développement du titre pour en faire une histoire complètement hors du commun. Car en l'état, Double Fine ne pense absolument pas réunir un casting 5 étoiles pour son jeu qui verra au final une foule de célébrités y être présentes. Tout d'abord, la première star à rejoindre le jeu, et pas des moindres puisqu'il fera partie des personnalités qui porteront le projet, Jack Black. L'acteur, chanteur et musicien que vous avez notamment pu voir là, ou là, et accessoirement fan de Psychonauts, fut choisi pour incarner Eddie Riggs, le personnage principal du jeu. Et vu que ce n'était pas assez pour Double Fine, il sera rejoint par des stars du rock comme Rob Halford, Lita Ford, Lemmy Kilmister, Ozzy Osbourne ou encore l'acteur Tim Curry. Avec toutes ces stars au casting, ça sera plus de 35 000 lignes de dialogue qui seront enregistrées, et là-dedans on retrouvera même quelques improvisations de Jack Black et consorts. Mais pour aller au bout de son idée, Tim Schafer doit encore une fois trouver un éditeur, une partie de son travail qu'il n'apprécie plus trop depuis l'épisode Psychonauts. Mais bon, on va mettre ça sur le coup de la malchance et se dire que cette fois, ça va mieux se passer. Ça va mieux se passer, hein? Allez, dites-le que ça va mieux se passer. Non? À vrai dire, ça partait plutôt bien au début. Tim Schafer venait de réunir un casting de stars inespéré, et comme un coup de pouce du destin pour l'aider, nous sommes aussi à l'époque où Guitar Hero cartonne sur toutes les consoles et où le rock fait un retour tornitruant sur le devant de la scène. Les portes s'ouvrent alors aisément devant Double Fine qui trouvera un accord d'édition avec Vivendi Games. Tout semble aller pour le mieux dans le meilleur des mondes pour Double Fine, mais justement, il faudrait pas qu'ils oublient qu'ils s'appellent Double Fine et que eux, plus un éditeur, ça colle pas. Donc, le premier accroc rencontré par Double Fine vient peu après la fusion de Vivendi Games et d'Activision en 2008. La nouvelle société formée, baptisée Activision Blizzard, semble en effet lâcher petit à petit Brutal Legend et commence même à ne plus le programmer dans ses prochaines sorties. Tim Schafer et Caroline S. Murdoch apprennent donc la nouvelle via un communiqué de presse en même temps que le grand public et se retrouvent encore sans éditeur. Résultat, tension, angoisse et stress au sein du studio qui se met à la recherche d'un nouvel éditeur. Tim Schafer sentant bien que le moral des troupes étant au plus bas, il décide de pallier à ça en lançant en interne l'initiative Amnesia Fortnite. Un nom approprié puisque le principe de l'Amnesia Fortnite est de faire oublier aux membres du studio tout ce qui est en cours pour se consacrer pendant 15 jours à la conception d'un tout nouveau prototype de jeu. Cette initiative n'est pas liée à une demande d'un éditeur mais simplement mise en place par Schafer afin de permettre aux équipes de se retrouver, de s'amuser et de relâcher la pression des dernières semaines. Dans les faits, cette période verra la société être divisée en 4 groupes qui devront établir chacun un nouveau concept ludique et le présenter aux autres. L'opération est extrêmement bien accueillie par les équipes de Double Fine et accouchera de 4 concepts, 4 propositions qui recueilleront l'enthousiasme des employés et qui seront rangées dans le tiroir pour se recentrer sur Brutal Legend. D'ailleurs, bonne nouvelle, fin 2008, Double Fine signe un nouveau contrat d'édition. Electronic Arts, ou EA si vous préférez, s'est en effet rapproché de Tim Schafer et devient le nouvel éditeur du jeu. Le développement se poursuit donc, s'achève, et c'est ainsi qu'en 2009, après, encore une fois, un développement à la fois fou et chaotique, sort le tant attendu Brutal Legend.
J'ai dit, c'est ainsi qu'en 2009 sort le tant attendu Brutal Legend. Brutal Legend. Non? Attendez, mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un procès? Sérieux? Bah oui, parce qu'en février 2009, Activision Blizzard reviennent embêter un coup Double Fine en disant « Oh mais attendez, l'accord d'édition que vous avez conclu avec EA, il n'est pas du tout viable. Nous, on est toujours en négociation avec vous, on n'a jamais rompu définitivement. Mais attendez, vous avez carrément déprogrammé le jeu du calendrier des sorties sans nous prévenir et on n'a pas eu de vos nouvelles pendant environ 6 mois. Oh, ce sont des accusations fallacieuses que vous portez là, je n'accepte pas ça. Je vous attaque en justice, vous et Electronic Arts. » Du coup, en juin 2009, Activision Blizzard attaque en justice EA et Double Fine pour empêcher la commercialisation de Brutal Legend. Selon eux, 15 millions de dollars ont été injectés dans le développement du jeu et le contrat d'édition signé par Vivendi s'applique toujours. Mais en juillet de la même année, Double Fine Productions lâche un grand « Activision Blizzard, vous me pétez les... » Et le studio intente lui aussi un procès à Activision Blizzard au titre de l'intention caractérisée de nuire à la commercialisation d'un titre abandonné par l'éditeur. Mais puisqu'on vous dit qu'on ne l'a jamais abandonné, ce n'était qu'un malentendu, fermez-la! À cette période, Tim Schafer précise également que Activision avait essayé de transformer le jeu en une suite de Guitar Hero et que les actions de l'éditeur ne visaient qu'à protéger cette licence. Ainsi, en août 2009, après une bataille de plusieurs mois à coups de procès, l'affaire se conclut par un simple et ennuyeux accord à l'amiable entre Double Fine et Activision Blizzard. Aucune information n'a jamais été partagée à propos de cet entre guillemets accord, mais je doute que cela a été fait dans la joie et la bonne humeur, puisqu'en 2010, cela n'a pas empêché Tim Schafer d'insulter le PDG d'Activision Blizzard, Bobby Kotick, en termes pour le moins peu reluisant, que je n'ai pas le droit de dire ici. Ah, qu'il est bon de travailler dans l'industrie du jeu vidéo, et surtout chez Activision Blizzard. Mais bref, après tous ces déboires, Brutal Legend finit enfin par sortir sur PlayStation 3 et Xbox 360 en octobre 2009. Yes, ça a marché cette fois! Alors, après plusieurs années de développement plus que fastidieuses, qu'est-ce qu'on en retient finalement de ce Brutal Legend? Déjà, on retrouve une fois de plus toutes les thématiques que Tim Schafer a déjà abordées par le passé. Eddie est un roadie, un personnage de l'ombre qui s'occupe de toute la partie technique d'un concert et qui est totalement dépassé par le mouvement pop qui remplace la grande époque du rock, en partie pour son aspect plus lucratif et qui attire plus les masses. Suite à un concert qui tourne mal, il se retrouve transporté dans le monde du heavy metal dans lequel il devra combattre pour empêcher ses adversaires de faire disparaître cette culture musicale qui lui tient tant à cœur. Donc, pour ce qui est du protagoniste différent de la masse qui s'oppose à ceux qui dominent pour continuer à faire vivre sa passion, on est bon, c'est bien du Tim Schafer. Encore une fois, il est compliqué de ne pas voir un parallèle avec la situation de Double Fine. Le studio continue de faire vivre des genres comme le point and click et des univers malgré l'intérêt moindre du public d'aujourd'hui, et surtout, malgré qu'il rapporte beaucoup moins. Tout comme Eddie, Double Fine est un studio qui tient à rester authentique avec les valeurs qu'ils ont. Et ce Brutal Legend, autant dire qu'il a une proposition très singulière. Bon, d'accord, c'est un open world comme on commençait à en avoir pas mal à l'époque, mais déjà, il a le mérite d'être passé avant le raz-de-marée des mondes ouverts à la Ubisoft qui ont sérieusement gangréné le média et surtout, il n'empêche pas du tout l'histoire de se développer. Il n'y a pas énormément d'allers-retours à faire et les quêtes annexes, plus qu'oubliables, peuvent être zappées par le joueur s'il ne désire pas les faire. Mais au-delà de ça, il est indéniable que Brutal Legend est un jeu vidéo qui a tenté beaucoup de choses pour son époque, des choses qui ont marché et d'autres moins. Tout d'abord, on retrouve la qualité d'animation si atypique à Double Fine et la plume d'un Tim Schafer qui, encore une fois, fait mouche dans son humour, malgré quelques blagues machistes qui, honnêtement, auraient pu être évitées, surtout quand on sait que la communauté du métal a affaire à beaucoup de problèmes liés à ça. Mais surtout, vouloir proposer un jeu uniquement centré autour de la culture du heavy metal était un pari osé. C'est une culture qui, on le sait, a ses fans tout comme ses détracteurs, mais Brutal Legend a réussi ce jeu d'équilibriste difficile de faire en sorte que tout le monde s'y sente accepté. Ça ne se prend jamais trop au sérieux pour ne pas décontenancer les nouveaux venus, mais c'est quand même traité avec suffisamment de respect et avec ce qu'il faut de fanservice pour que les amateurs du métal soient ravis. Il n'y a qu'à voir tous les caméos de vraies stars du rock qu'il y a dans le jeu. Oh, wow, cool. Alors, tu peux m'aider à combattre des démons, tout ça? Non, la castagne c'est pas mon truc. Non, moi je suis plutôt le gardien de secrets immémoriaux, c'est tout. Et même moi qui n'étais pas habitué à ce genre-là,
J'avoue avoir eu envie de m'y intéresser après avoir fini le jeu. Mais surtout, la plus grosse tentative de Brutal Legend par rapport à ses camarades de l'époque, c'est sa volonté d'instaurer toute une section RTS, ou Real Time Strategy, ou stratégie en temps réel, un genre dont les représentants sont des titres comme StarCraft et dont Brutal Legend a voulu s'inspirer. Et si la tentative est appréciable, j'avoue avoir été un peu plus mitigé concernant cette partie-là. Déjà, passer d'une classique vue du dessus à une vue à la troisième personne, il faut avouer que ce n'est pas pratique pour avoir une bonne vue sur le champ de bataille. Cumulé au fait que ce n'est pas très ergonomique, un poil fastidieux, que les séquences durent aussi longtemps qu'un solo de Jimmy Page et qu'elles reviennent même un peu trop souvent, tout cela gâche un petit peu le rythme du jeu. Ce qui est dommage, parce que toutes les autres missions du titre sont suffisamment variées dans leur gameplay pour ne jamais nous lasser, et sur le papier, il faut avouer que ces séquences RTS partaient d'une bonne intention qui fut malheureusement mal exécutée. Au final, Brutal Legend nous reste comme étant un jeu où la patte Double Fine a encore fait mouche, où Tim Schafer a encore pris tout le monde à contre-pied de par son ambiance et son univers qui changeait vraiment des standards de l'époque, où le travail exécuté par les différents comédiens dont Jack Black a clairement élevé le jeu, mais gâché par un rythme inégal dans le déroulement de ses missions, notamment dû au surplus de séquences RTS beaucoup trop longues et fastidieuses. S'il n'atteint pas l'excellence d'un Psychonauts, Brutal Legend reste tout de même cette surprenante expérience de quelques heures au milieu de tous ces jeux militaires couleur gris-marron de l'époque de la PS3 et de la Xbox 360. Encore une fois, Brutal Legend est un succès critique pour Double Fine. Les notes sont bonnes et le titre se vend plutôt correctement aux États-Unis sans non plus atteindre des sommets. 275 000 exemplaires furent vendus le mois de sa sortie et 2 ans après, le titre se sera vendu à 1,2 million d'exemplaires. Des chiffres satisfaisants mais en deçà des espoirs de EA. Il faut dire que les mois précédant la sortie du titre ont été marqués par le procès Activision Blizzard Double Fine et que la promotion du titre n'a pas pu être assurée pleinement. Après la commercialisation de Brutal Legend, Double Fine échange avec EA concernant l'avenir de la franchise. Les deux sociétés semblent trouver un accord pour la mise en chantier d'une suite, et le studio investit alors toutes ses équipes et ressources dans ce projet. Cependant, Tim Schafer reçoit un appel de l'éditeur qui, en gros, lui dit « Bon, FIFA ça marche mieux et ça coûte moins cher. Du coup, votre jeu avec votre pote Jack Black, là, on le laisse tomber. Passez à autre chose, les gars. Bonne continuation. » Mais vous pouvez pas nous faire ça. On a investi toutes nos équipes sur le projet. Ça fait des mois qu'on bosse dessus et on n'a plus rien en banque, là. Ça va être... Ah, je vous laisse. J'ai Ronaldo en double appel. Ah, oh, Ronaldo. Comment está sua esposa? Sim, domo io lado sta indo bem. Obrigado por perguntar. De repente, para posteres. Ainsi, le projet ne verra malheureusement pas le jour. Electronic Arts ne voulant pas financer de suite. Le studio est dans une situation critique, les équipes avaient énormément travaillé dessus, beaucoup d'argent avait été investi, et il n'y en avait plus beaucoup en banque. Et à ce moment-là, Double Fine Productions songe sérieusement à fermer. Bien, maintenant, ouvrons une parenthèse. Et revenons un peu sur l'Amnesia Fortnite. Cette initiative, menée par Tim Schafer, qui à la base devait seulement aider les employés à décompresser durant le développement de Brutal Legend, va finalement avoir plus d'impact que prévu sur le destin de l'entreprise. La société étant dans un état financier critique à l'époque, Double Fine va décider, pour survivre, de faire un deuxième Amnesia Fortnite et de sortir du tiroir tous les prototypes de jeux qui avaient été sélectionnés. Mais au lieu de les garder pour eux, le studio va tout simplement décider de les vendre. Au total, ce seront 6 concepts que détiendront Double Fine, 6 concepts qu'ils vont retravailler, améliorer et décliner en jeux vidéo. Pour gagner du temps, ils se servent du moteur développé pour Brutal Legend et la direction commence à rencontrer différents éditeurs pour leur proposer ces nouveaux jeux. THQ sera le premier éditeur à leur faire confiance et publieront Costume Quest en 2010 et Stacking en 2011, qui raviront l'éditeur puisqu'ils feront beaucoup de ventes. Iron Brigade est publié sur le Xbox Live Arcade grâce à Microsoft Game Studios en 2011 et devient un succès critique et commercial. Le concept Happy Song se voit bénéficier de l'ajout de la licence Sesame Street et deviendra Sesame Street Once Upon a Monster. Le jeu sortira lui aussi en 2011 sous l'égide de Warner Bros Interactive et aura la particularité d'être jouable via la Kinect de Microsoft. Quant à Love Puzzle et Tiny Personal Ninja, ils ne sont pas commercialisés et restent dans les cartons de Double Fine qui ne s'interdit pas de les ressortir en cas de besoin. Donc, avec ces jeux tirés de ces différents Amnesia Fortnite, on en retient 2 choses extrêmement intéressantes. Tout d'abord, ce cas de figure que connaît Double Fine à l'époque, à savoir sortir plusieurs projets plus modestes par rapport à ce qu'ils ont fait par le passé afin de renflouer les caisses de l'entreprise, c'est une réalité qu'affrontent beaucoup de studios de jeux vidéo de l'industrie. Sortir des AAA ambitieux et des titres indés novateurs, ce n'est pas quelque chose qui peut se faire régulièrement pour la plupart des studios, car tout cet investissement demande un risque énorme qui ne sera pas forcément rentable. Avec ces titres, qui certes peuvent paraître
être moins marquants, les entreprises peuvent au moins se garantir quelques sous-sous dans leur poche, sans avoir à débourser des millions à chaque fois. Et enfin, même si ce sont des titres qui ne sont pas susceptibles de plaire aux joueurs que nous sommes, car destinés à un public plus occasionnel, il reste impressionnant de voir que les équipes de Double Fine ont tout de même un amour certain pour chacun de ces jeux. Tim Schafer n'est jamais allé d'évaluer un Costume Quest par rapport à un Psychonaut, au contraire même, car chacun de ces jeux issus de Game Jam, même s'ils ne sont pas de grands jeux vidéo marquants, ont des concepts à proposer qui méritent d'être menés à terme afin d'en faire des jeux vidéo. Et chacun de ces titres témoigne de la volonté de Double Fine d'être des créateurs qui tentent, qui restent ouverts à la nouveauté et qui ne s'enferment pas dans un genre qu'ils recyclent sans cesse. D'ailleurs, ces jeux plaisent tellement aux développeurs qu'ils n'ont pas hésité à faire plusieurs éditions de l'Amnesia Fortnite, où le studio s'est même associé avec Humble Bundle pour proposer des formats caritatifs. Au total, il y a eu 6 éditions et c'est une vingtaine de jeux qui ont été produits grâce à cela. Vous commencez à le comprendre, après de nombreux projets ambitieux, coûteux, avec des relations tendues avec les éditeurs et des choix hasardeux mettant en péril l'existence même du studio, il y a quelques changements qui se font au niveau de la politique éditoriale et pas mal de remises en question. Et si le studio arrive à sortir la tête de l'eau en 2011 grâce à ses petits jeux, un autre événement sera décisif pour sceller la survie du studio, à savoir un échange sur Twitter. Car parmi ses fans, Double Fine compte quelques personnalités aux finances importantes, dont un certain Steven Dengler, entrepreneur, pilote multimillionnaire, Batman et amateur des jeux de Double Fine. Non, le Batman c'était complètement faux. Entrepreneur, pilote, multimillionnaire et amateur des jeux de Double Fine qui aimerait bien voir le studio mettre ses jeux sur PC. Au détour d'une conversation sur Twitter, le businessman demande à Tim Schafer ce qu'il attend pour cela et le créateur lui répond simplement 300 000 $. C'est à ce moment une réponse pleine d'humour, mais Steven Dengler, lui, ne plaisante pas, parce que lui, il veut voir son jeu sur PC, il veut jouer à Psychonaut sur PC. Et après quelques échanges, Steven Dengler devient officiellement partenaire de Double Fine et injecte via sa société Dracogen Strategic Investments plusieurs centaines de milliers de dollars dans le studio. Avec cet accord, Double Fine récupère les droits de Psychonauts et porte le titre sur PC et Mac. En parallèle, Costume Quest et Stacking, édités plutôt par THQ sur Xbox Live et PlayStation Network, sont également proposés sur PC et Double Fine se lance dans l'auto-édition. De l'aveu même de Tim Schafer, c'est à cette période que le studio a commencé à véritablement gagner de l'argent. Rien que Psychonauts sur Steam a rapporté plus d'argent en 2011 et 2012 au studio que sur toutes les années précédentes réunies depuis sa sortie en 2005. Le fondateur de Double Fine commence donc à se rendre compte qu'en possédant les droits pour leurs propres jeux et en ne passant plus par des intermédiaires qui étaient les éditeurs, l'entreprise commençait à vraiment gagner de l'argent. Et il avait réalisé, au contraire, à quel point ils en perdaient en ne contrôlant pas leur propre destin. Ainsi, avec toute cette restructuration qui s'est produite depuis le premier Amnesia Fortnite, l'apparition des premiers jeux plus modestes et l'investissement de Steven Dengler, Tim Schafer commence à comprendre que pour le futur de la boîte, il allait devenir important de s'éloigner des éditeurs et d'obtenir des meilleures conditions par eux-mêmes. Connaissez-vous Kickstarter? Ce petit site apparu en 2009 a été un véritable précurseur dans le domaine du crowdfunding, un système qui donne la possibilité aux internautes de financer des projets encore au stade d'idée, réduisant ainsi les lourdeurs associées au mode traditionnel d'investissement. Grâce à Kickstarter, de jeunes ambitieux pouvaient donc se mettre à financer leurs projets sans avoir besoin d'aller débaucher des investisseurs qui prendraient le risque de tout saboter. Non, seulement grâce à l'aide du public. Et dans ce site, encore balbutiant à l'époque, Tim Schafer, qui comme je le disais tout à l'heure était désireux de ne plus avoir affaire aux éditeurs, y voyait une opportunité pour mettre sur pied son prochain gros projet. Ces propos, il les a tenus lors d'une interview faite avec Two Players Productions, un studio qui réalise toutes sortes de documentaires sur la culture jeux vidéo. L'échange entre les deux parties se poursuit bien au-delà de l'enregistrement, le feeling passe bien et Two Player Productions en vient à proposer à Tim Schafer de réaliser un documentaire sur le développement au sein de Double Fine. Mais pas pour tout de suite, car Two Player travaille déjà sur un making-of consacré à Minecraft. Mais en novembre 2011, la production de ce documentaire est terminée et la société se rapproche à nouveau de Double Fine. L'idée se dessine alors, mais Tim Schafer y voit rapidement un frein. Un éditeur imposera sa vision et l'honnêteté du tournage ne peut être assurée dans ces conditions. Sans budget pour réaliser le documentaire, le patron du studio a l'idée de proposer un Kickstarter afin de lever des fonds et promet le développement d'un petit jeu pour apporter de la matière à filmer. Bon, le entre guillemets petit jeu se transformera très vite en énorme projet. Tim Schafer promet alors un jeu d'aventure dans la droite lignée de Full Throttle ou Grim Fandango et espère surfer sur sa renommée et celle de son passé chez LucasArts pour convaincre les foules. Mieux, il espère également pouvoir assouvir son désir de réaliser ce genre de jeu en se passant des éditeurs qui lui auraient refusé tout budget, le genre étant considéré de niche et donc peu porteur. Ce que veut faire Tim Schafer à travers ce prochain projet est donc un véritable retour aux sources. Ainsi, le 8 février 2012, Double Fine Productions lance une campagne
campagne de financement participatif pour un jeu ainsi que son making-of. Baptisé Double Fine Adventure, le projet présente un objectif de 400 000 $ à récolter, dont 300 000 réservés au développement. À l'époque, il s'agit de l'objectif le plus important jamais enregistré pour un jeu vidéo sur Kickstarter, mais c'est aussi l'un des budgets les plus bas avec lesquels est travaillé Double Fine. Le risque est donc double, ne pas atteindre le financement cible et ne pas réussir à développer le jeu comme imaginé dans le budget défini. Mais contre toute attente, la campagne se révèle être un succès fantastique et fait sauter tous les précédents records de Kickstarter. Les 400 000 $, Double Fine les récolte en 9 heures, et après 24 heures, ce sont plus d'1 million de dollars qui sont réunis. Et en 22 jours, la campagne de Double Fine Adventure devient le projet Kickstarter le plus financé de l'histoire de la plateforme et a attiré plus de participants que n'importe quelle autre campagne. Au total, lors de la clôture de la campagne de financement le 13 mars 2012, Double Fine récolte plus de 3,3 millions de dollars avec plus de 87 000 financements, un record absolu. Avec cette somme, 8 fois plus importante que l'objectif initial, Tim Schafer revoit ses ambitions à la hausse. Double Fine Adventure bénéficiera de moyens et de valeurs de production plus élevés et le temps de développement est allongé. Partie de zéro après la campagne Kickstarter, toutes les équipes se mettent en branle-bas de combat pour assurer au projet Double Fine Adventure les délais les plus courts possibles. Tim Schafer se lance dans l'écriture du scénario, tandis que Nathan Martz, le directeur technique du titre, met au point le moteur du jeu en modelant à sa sauce Moai, une plateforme open source. De leur côté, les artistes du studio imaginent et mettent au point le style visuel de Double Fine Adventure à partir des travaux de Nathan Stapley. Tout avance simultanément, les premiers éléments du scénario permettent de nourrir les concepteurs pour créer les lieux et personnages de l'univers. Mais comme un développement qui se passe bien, ça n'existe pas chez Double Fine, en juillet 2013, le studio se rend compte qu'il est en retard sur ses points d'étape et Tim Schafer estime que le développement ne sera pas terminé avant 2015. Pour éviter de repousser le jeu, le studio fait alors appel, pour la première fois de son histoire, à des prestataires extérieurs. Super Genius est choisi pour aider au développement des concept art et de l'animation, cependant, les fonds obtenus lors de la campagne Kickstarter s'épuisent et la production de Double Fine Adventure ne peut être menée à son terme en l'état. Deux solutions s'offrent alors à l'équipe, revoir à la baisse les ambitions du titre ou sortir le jeu en l'état. Et ce fut cette dernière solution qui aura été choisie puisque Double Fine divisera finalement le projet en 2 actes. Le jeu sort alors en accès anticipé sur Steam en janvier 2014 et permet au studio de récupérer des fonds issus de la vente du soft. Avec les retours des joueurs, la version définitive du premier acte du titre est commercialisée le 28 janvier et les fonds encaissés permettent le développement de la seconde partie du jeu, qui sera d'ailleurs offerte aux premiers acheteurs qui n'auront pas à repasser à la caisse pour vivre la fin de l'aventure. Mais en parallèle de ce développement pour le moins fastidieux, il va se passer beaucoup de choses chez Double Fine, car comme ils s'en sont rendus compte par le passé, multiplier les projets leur permet de tenir l'entreprise à flot financièrement pendant qu'ils développent leur prochain gros projet. Du coup, en parallèle du développement de Double Fine Adventure, le studio développera des jeux pour la Kinect de Microsoft qui seront très bien reçus, notamment Double Fine Happy Action Theater et sa suite Kinect Party. Et Ron Gilbert, un ancien de chez LucasArts, développera The Cave, un puzzle game narratif où le joueur sera invité à contrôler un groupe de personnages qui devront explorer les profondeurs d'une grotte. Le titre est particulièrement original par le fait que les personnages restent muets, mais où, au contraire, c'est au narrateur de faire avancer l'histoire et qui permet de faire comprendre les motivations de chacun des protagonistes. Le jeu reçoit néanmoins un retour mitigé et 2 mois après la sortie du titre en 2013, Ron Gilbert quittera Double Fine en bons termes pour se consacrer à de nouveaux défis. Ils feront aussi My Alien Buddy pour PlayStation et lanceront un autre Kickstarter pour un jeu nommé Massive Chalice, dirigé par Brad Moore, le créateur d'Iron Brigade, mais qui ne restera dans les mémoires de pas grand monde. Mais malgré ces quelques projets ratés, il faut tout de même avouer que chez Double Fine Productions, ça va mieux, beaucoup mieux même. On est en 2014 et l'auto-édition s'avère avoir été un bon choix puisqu'elle rapporte beaucoup d'argent à la société. Et en mars de la même année, l'entreprise lancera son habituel Amnesia Fortnite, mais chose intéressante à noter, pour la première fois, le studio s'entoure de jeunes développeurs locaux pour les accompagner. Lors des échanges qui ont lieu, Tim Schafer prend alors conscience de l'aide que Double Fine peut apporter aux développeurs indépendants. Ainsi, le dirigeant de la boîte va très vite mettre les choses en place et dès la fin du mois, l'entreprise annonce la création de Double Fine Presents, une structure permettant aux studios indépendants de bénéficier d'une aide concrète pour le développement et l'édition de leurs jeux. Le premier titre à bénéficier de cette aide sera Escape Goat 2. En développement depuis 2013, le jeu sortira le 24 mars 2014 avec le soutien de Double Fine tant pour la promotion que pour l'édition du titre. Ils feront la même chose pour Fast Life, créé par Rocket Science Amusement, que Double Fine accompagnera afin que les développeurs améliorent leur communication et réussissent à mettre sur pied un Kickstarter. Mais malheureusement, le jeu ne sortira pas comme prévu. Rocket Science Amusement a réalisé d'autres jeux et Last Life est laissé en suspens de longues années, avant de voir le jour sous une autre forme en 2018. Mountain sera ensuite lui aussi édité par Double Fine, un simulateur assez atypique où vous incarnerez une montagne générée de manière procédurale flottant dans l'espace et à l'interaction pour le moins minimaliste. Quoi ?
Mais là où le studio trouvera sa perle rare, c'est bien évidemment avec Gang Beasts. Ce party game délirant à la physique assez aléatoire trouvera très vite son petit succès et sortira le 29 août 2014. En parallèle, Double Fine, qui est désireux de revenir à ses premiers amours, à savoir le point and click, décide en parallèle du développement de Broken Age de ressortir les premiers jeux de Tim Schafer. À l'E3 2014, le studio annonce lors de la conférence PlayStation le retour de Grim Fandango. Grâce à l'aide financière de Sony, Double Fine est en effet devenu propriétaire de la licence jusqu'alors aux mains de LucasArts, qui, au passage, a fermé en 2013. En échange de cette contribution pécuniaire, la version remasterisée sort sur PC et en exclusivité console sur PlayStation 4 et Vita. Néanmoins, le titre finira par sortir sur les autres plateformes quelques années plus tard. Peu de temps après sortiront les remasterisations de Day of the Tentacle, qui sera lui aussi une exclusivité PlayStation au départ, et quelques années plus tard, en 2017, une version remasterisée pour Full Throttle. Le jeu a évidemment le droit à des graphismes retravaillés, mais aussi à une bande-son entièrement réenregistrée. En attendant, le développement de l'acte 2 de Double Fine Adventure continue non sans mal. Le studio est obligé pour la première fois de son histoire de licencier des employés suite à un différend avec un éditeur qui annulera un projet, contraignant 12 personnes à quitter la compagnie. Néanmoins, l'écriture du scénario pour le second acte de Double Fine Adventure s'achève en octobre 2014, le développement continue, a encore quelques déboires puisque la sortie du deuxième acte est repoussée, mais après 3 ans de développement, une gestion de projet qui, encore une fois, laisse à désirer et un Kickstarter qui aura fait débat, Double Fine Adventure, rebaptisé Broken Age, sort enfin dans sa version complète le 29 avril 2015, alors qu'à la base, il devait sortir en septembre 2013. Broken Age est donc le dernier gros projet de Double Fine sorti, qui, à l'image des précédents projets notables du studio, a connu un développement compliqué et retardé à de multiples reprises. Il y avait d'autant plus de pression dans le projet par le fait que cette fois-ci, les investisseurs du projet étaient les fans, ils étaient donc d'autant plus concernés et les risques de les décevoir étaient encore plus grands. Mais alors, après toutes ces péripéties, qu'est-ce qu'on en retient de ce Broken Age? Et surtout, est-ce qu'encore aujourd'hui, la patte Double Fine arrive encore à faire effet? Pour être honnête, c'est compliqué. Broken Age raconte l'histoire de deux personnages vivant dans des mondes opposés. On y suit le destin de Shay Volta, interprété par ce bon Elijah Wood, qui on en a pu voir là-dedans, par exemple, je sais pas si vous connaissez, un adolescent contraint de suivre une routine excessivement ennuyeuse dans un vaisseau spatial beaucoup trop maternel. I wish you'd call me Mom, sweetie. I wish you called me Captain, computer. Okay, Captain Sweetie. Let's get down to business. Et en parallèle, on suit l'histoire de Vela Tartine, une jeune fille condamnée à être offerte en sacrifice à une créature afin que cette dernière ne détruise pas tout le village où Vela habite. Vous vous en doutez, un événement va venir bouleverser la vie de chacun de ces personnages, et si leurs destins respectifs n'auront rien à voir ensemble de prime abord, vous vous rendrez vite compte qu'ils sont en fait liés. Avec ce jeu, on sent clairement l'envie de Double Fine et notamment de Tim Schafer de revenir à une formule comme ce qui se faisait à l'époque de LucasArts, quelque chose qu'ils n'auraient jamais pu faire avec la pression d'un éditeur. Alors oui, le financement participatif leur a permis de se laisser aller à toutes les libertés, on retrouve les grands thèmes abordés par Tim Schafer, la lutte contre les puissants, le désir de rester libre, d'être un déviant, mais à travers ce titre, l'auteur a certainement signé là son œuvre la plus personnelle, car comme cela est indiqué au générique de fin, Broken Age est directement dédié aux parents de Tim Schafer. Il a pu y aborder les thèmes de la paternité, de la transmission, et à travers ses personnages hauts en couleur, l'auteur a dû plus que jamais y mettre beaucoup de ce qu'il a connu. L'écriture marche très bien, l'humour fait mouche, la direction artistique est enchanteresse, on retrouve donc tout ce qu'on aime dans un jeu Double Fine, et oui, c'est certain, cette patte a pu encore plus s'exprimer sans les contraintes imposées par un éditeur. Mais malheureusement, la solution du Kickstarter n'a pas non plus été un miracle, car rappelons-le, Broken Age est le projet de Double Fine ayant eu le plus petit budget. En comparaison, Psychonauts a eu le droit à 11,5 millions de dollars, tandis que Broken Age n'a eu le droit qu'à 3,3 millions, et c'est quelque chose qui se ressent quand on joue au titre, il n'a pas pu être à la hauteur de ses ambitions. Et c'est frustrant, car on aurait aimé qu'il aille plus loin dans ses intentions, et ça se voit qu'il en a envie, mais il ne peut pas. Et le gouffre se constate encore plus entre le premier et le deuxième acte du jeu, là où la première moitié arrive à avoir suffisamment de rythme pour garder le joueur en haleine tout le long, la deuxième rallonge sa durée de vie en compliquant de manière absurde les énigmes qui avaient déjà un peu plus de sens dans le premier acte, et en nous faisant repasser par les mêmes endroits que ceux découverts précédemment dans le jeu. Et si, comme je le disais, l'écriture marche bien et les dialogues sont savoureusement écrits, le couteau étant certainement l'un des meilleurs personnages écrits par le studio à ce jour, Were you trying to stab me? Why? Don't take it personally, kid. It's just what I do. For instance, just a minute ago, I took down this whole ship after ripping the very fabric of space itself. So you got off easy. On n'arrive malheureusement pas à retrouver cette folie, celle qu'on avait dans un Grim Fandango par exemple.
cette sensation de voyage, de grandeur qu'on retrouvait dans les précédents titres du studio. Alors je ne dis pas que les histoires doivent forcément être épiques pour être bonnes, les récits intimistes peuvent être d'autant plus efficaces s'ils sont bien racontés, mais le problème de Broken Age, c'est qu'on a l'impression qu'il a toujours le cul entre deux chaises. Le titre reste coincé entre cette histoire de grand complot politique à défaire qui n'a pas les moyens de se déployer pleinement car pas assez de temps et d'argent, et entre cette relation intime entre les protagonistes et leur famille qui ne peuvent malheureusement pas se développer plus que ça non plus car vite, il faut aller sauver le monde. Et cela est d'autant plus gênant quand on constate que le gameplay point and click du titre n'a pas évolué depuis Grim Fandango, soit depuis 1998. Alors je sais que le but était de proposer quelque chose d'old school et de faire retrouver leurs sensations aux fans des jeux d'aventure sur PC des années 90, mais n'aurait-on pas pu faire évoluer quelques mécaniques vieillissantes? D'autant plus que Double Fine est un studio qui a déjà prouvé maintes et maintes fois qu'ils savent tenter des choses en termes de gameplay, comme il l'a fait sur Psychonauts ou Brutal Legend. Mais ici, on retrouve les mêmes énigmes sans queue ni tête, parfois impossibles à résoudre sans soluce, et si je peux très bien comprendre qu'un Grim Fandango n'inclut pas un système d'indices dans son jeu, il est regrettable de voir que Broken Age ne le fait pas non plus. Alors oui, Broken Age est un jeu plein de charme, tout mignon, qui reste pas si déplaisant que ça à parcourir, surtout pour son premier acte, et où il y a tout ce qu'on aime chez Double Fine. Mais on n'y retrouve pas cette folie des grandeurs, cette envie du studio d'en donner plus. Le titre reste piégé dans son faible budget, ce qui fait qu'il n'arrive pas à aller au bout de ce qu'il entreprend, et qui dans son gameplay fait même ringard. Ce qui est un comble pour un studio qui a toujours promu son envie d'être créatif et innovant. Et tout cela ne fut pas aidé par les énormes retards qu'a subi Broken Age. Il a fallu attendre plus d'1 an entre la sortie de l'acte 1 et de l'acte 2, ce qui est énorme. Et quand les joueurs virent la conclusion de l'histoire, ce ne fut pas au goût de tout le monde. Broken Age restera donc comme une belle tentative de la part de Double Fine d'un point de vue économique, mais dont l'histoire ne se terminera pas aussi bien que le studio l'aurait espéré. Vous vous en serez sûrement rendu compte, mais Double Fine aura décidément été un studio qui, tout au long de ses 21 années de vie, aura connu de nombreux déboires. Tant du côté créatif que du côté gestion, tout en passant par la relation avec les éditeurs, l'entreprise aura été source de nombreuses tentatives, de nombreux premiers pas, qui pour beaucoup ont eu des résultats mitigés. En fait, Double Fine aura véritablement été un studio en avance sur son temps. Si au début je comparais Double Fine avec les studios indépendants que l'on a vu émerger ces dernières années, ce n'est pas pour rien, car la firme de Tim Schafer a été celle qui, bien avant tout le monde, a eu la démarche d'un studio indépendant dans une industrie qui n'était pas encore prête pour ça. Le studio a toujours énormément communiqué sur ses développements via des vidéos, des documentaires, en prenant soin de montrer la réalité de l'industrie, ce qui est quelque chose que, même encore aujourd'hui, on ne voit pas beaucoup. Ils ont aussi une ligne éditoriale très atypique, qui fait la part belle à la liberté créative, qui souhaite proposer des œuvres non aseptisées, qui diviseraient forcément mais au concept fort. Comme on l'a vu ici, c'est même tous les jeux de Tim Schafer qui parlent de ce thème-là. C'est quelque chose qui lui tient tellement à cœur qu'il en a fait le principal sous-texte de toutes ses créations. Malgré leurs univers très variés, Full Throttle, Grim Fandango, Psychonauts, Brutal Legend, Broken Age et j'en passe, parlent tous de l'histoire de déviants qui souhaitent continuer à faire vivre ce qui les passionne bien que le monde entier ne soit plus d'accord avec eux. Indirectement, ce qui nous a raconté là, c'est l'histoire de Double Fine qui n'a jamais cessé de se battre contre le système entier pour prouver que ce qu'il faisait méritait d'exister. Ce sont les derniers héritiers de l'âge d'or de LucasArts, les seuls à pouvoir encore faire des jeux aussi bien écrits que les titres de l'époque. Ils ont un vrai savoir-faire là-dedans, ils ont des choses à enseigner à l'industrie du jeu vidéo qui, quoi qu'on en dise, a encore énormément de choses à apprendre en termes d'écriture et de narration comparé à d'autres domaines artistiques. Double Fine peut faire évoluer cela. Ils ont des inspirations hors du jeu vidéo que très peu ont. Dans le cinéma, la littérature, l'illustration, bref, l'art en général, ils font partie des rares à maîtriser ces codes. Mais si Double Fine Productions est un studio qui nous a prouvé à de nombreuses reprises qu'il pouvait faire des merveilles, on peut tout de même se demander si aujourd'hui, quand on voit des jeux comme Broken Age, l'entreprise peut encore réussir à se renouveler. Car désormais, si le marché du jeu vidéo indépendant s'est largement développé et que les propositions plus atypiques sont maintenant beaucoup plus acceptées, c'est aussi un risque pour Double Fine de voir leurs prochains jeux ne plus être considérés comme des titres novateurs et originaux, mais juste comme des jeux indés de plus. Et si le studio décide de trop se reposer sur ses gloires passées comme ils l'ont fait avec Broken Age, Double Fine ne sera plus considéré comme une entreprise connue pour tenter et toujours tenter, mais seulement comme une boîte restée bloquée dans sa nostalgie. En 2015, Double Fine annonce Psychonauts 2 aux Game Awards. Le financement se fera encore par Kickstarter et rencontrera une fois de plus un vif succès avec plus de 3,8 millions de dollars récoltés. Starbreeze Entertainment investira au passage 8 millions de dollars dans le projet, ce qui donnera un sérieux coup de pouce au studio, mais tout en laissant Double Fine être le propriétaire des droits de Psychonauts 2.
Malheureusement, des premières craintes commencent à se dessiner autour de la création du jeu. Déjà, les habitudes ont la vie dure et le jeu est reporté plusieurs fois. Cependant, l'allongement du temps de travail pose quelques problèmes et les équipes commencent à rogner sur certaines idées et certains aspects du jeu. Ce sont donc des éléments entiers du titre qui sont coupés, comme les combats de boss par exemple. Alors certes, si le studio avait rassuré en disant lors de l'annonce du jeu que les doubleurs originaux seraient de retour, que Eric Wolpax serait à l'écriture, que Peter McConnell serait encore à la composition, que Jack Black prêterait également sa voix au jeu et que Two Player Productions assurerait à nouveau un documentaire, on était en droit d'avoir quelques doutes. Déjà, il y a ces histoires de coupes budgétaires qui obligent à retirer des éléments du jeu, et c'est aussi la toute première fois que Double Fine s'essaye à l'exercice de la suite. Si c'est sûrement quelque chose qu'il voulait faire, cela va de pair avec ce qu'on disait tout à l'heure, à savoir surfer sur la nostalgie et ne plus briller par l'innovation comme il le faisait avant. Mais il y a un petit twist, car en juin 2019, une petite entreprise dont vous connaissez peut-être le nom vient s'ajouter à l'histoire. Son nom, c'est Xbox. Et l'entreprise américaine, en pleine période de rachat de nombreux studios pour s'assurer des exclusivités à son écosystème, rachètera au passage Double Fine Productions. On l'apprend lors de l'E3 2019, et là, wow, qu'est-ce qui se passe? Quel retournement de situation! Tim Schafer aurait-il retourné sa veste et serait devenu un gentil petit toutou à la solde des énormes corporations? Sera-t-il devenu ce qu'il détestait, à savoir le méchant de chacun de ses jeux? La liberté créative de Double Fine va-t-elle se faire aspirer par la soif d'argent d'Xbox? À vrai dire, rien de tout cela. Oui, Double Fine devient un Xbox Game Studios, et connaissant l'histoire compliquée qu'a eu le studio avec Xbox lors du développement de Psychonauts premier du nom, c'est assez ironique. Mais ce qu'il faut comprendre dans le fonctionnement des Xbox Game Studios, c'est que le constructeur n'impose absolument rien à ses studios. Elle garde la liberté de développer les jeux qu'elle souhaite, sans aucune contrainte, tout en recevant l'aide financière et promotionnelle de Xbox. La seule contrepartie étant bien sûr que les jeux de ces studios rachetés devront uniquement sortir sur Xbox et PC. Et ça convenait amplement à Tim Schafer. À vrai dire, il se pourrait même que le créateur, après toutes ces années, ait trouvé le juste milieu parfait. À savoir, un éditeur qui ne le contraint en rien dans son processus créatif et qui lui assure une sécurité financière suffisante pour produire sans crainte et à la hauteur de ses ambitions. Et à part le fait qu'il a annoncé ne plus pouvoir assurer la partie éditeur de l'entreprise suite à cela, c'est le monde parfait pour lui. De plus, grâce à cela, Psychonauts 2 bénéficiera rapidement de financements nouveaux pour permettre aux développeurs d'aller au bout de leurs idées. Les combats de boss sont réintégrés et les freins qui commençaient à apparaître s'envolent. Le développement du jeu bat son plein et Double Fine rembourse par anticipation tous les précédents investisseurs. Psychonauts 2 sortira donc enfin le 25 août 2021 après un développement d'environ 6 ans et comme spécifié par le studio, sans crunch, ce qui vaut la peine d'être souligné. Et si pour l'instant les premiers retours de la part de la presse sont plutôt rassurants, il reste à voir si Double Fine réussira à donner un souffle nouveau au genre du platformer 3D avec Psychonauts 2 comme ils l'ont fait pour le premier, ou s'ils seront restés sur leurs acquis comme Broken Age était resté sur les acquis du point and click. Ça sera à nous de voir. Aujourd'hui, le studio est plus que jamais plein d'avenir. Et je pense sincèrement qu'il faudra surveiller avec attention leur prochain jeu. Je dirais même qu'ils ont peut-être enfin trouvé la paix. Plus de contraintes financières, plus de contraintes éditoriales et surtout, une expérience, une éthique et un savoir-faire que peu de studios ont aujourd'hui. Franchement, on est tellement sur une fin de conte de fées que je suis à deux doigts de dire qu'ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Et j'espère que ça sera le cas.